Mais jusque-là, la campagne, on l'a jouée en 100 heures tout rond, ce qui est quand même, énorme. C'est Je sais pas incroyable. ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça chouette quand même, 100 heures de jeu, ça nous a quand même bien tenus en haleine. Ouais et puis ouais et du coup, et bien déjà je voulais on va faire comme, les Miss France. Je voulais vous remercier, les joueurs non mais vraiment je voulais vous remercier, ainsi que, donc, Ardécan, le renard, Pazo, Valkéa, mais aussi, Aurélia et Taraka, d'être, venus jouer avec moi parce que, voilà, c'était le casting de rêve, hein. J'ai eu beaucoup de chance que vous veniez jouer avec moi. Je voulais remercier aussi les gens qui ont écouté l'histoire jusque-là, parce que je trouve ça super balèze, faut faire beaucoup de transports en commun pour tout écouter. Ou avoir, des aimer bien écouter des podcasts en tout cas. Heu je trouve, je voulais remercier aussi encore une fois, GM2âmes, le MJ qui m'a carrément donné ses photos de PNJ qui étaient trop géniales. Lui, il a fait jouer sa campagne IRL, il avait tout un matos de fou. Il a même, créé les bouquins qui sont évoqués dans la campagne, enfin voilà. Il a fait des maquettes, il a utilisé des figurines, enfin c'était tous les documents étaient matérialisés et avec plein de trucs d'ambiance. Mais bon, nous, on a fait autrement puisqu'on était en virtuel. De toute façon, j'aurais jamais fait tout ce qu'il a fait. Je voulais remercier Ufir aussi, qui était mon conseiller de police judiciaire, puisque c'est quelqu'un qui a travaillé pendant des années comme enquêteur, pas du côté gendarmerie, mais du côté police et qui du coup, m'a aidé à avoir, une meilleure vue, sur des choses que je comprenais pas très bien, par exemple, sur la façon dont les gardes à vue se déroulaient, le plan épervier et puis, comment ça se passait sur une scène de crime, plein de choses comme ça, qui me permettaient d'avoir, un des informations complémentaires en plus de ce que je lisais dans les romans, notamment de Franck Tillet, en plus de ce que Tristan Lhomme a précisé dans la campagne et en plus, des séries que j'avais vues, notamment Engrenage qui était conseillé d'ailleurs dans le bouquin pour avoir, une bonne idée de la façon dont les enquêtes françaises peuvent se dérouler. Mais là encore, c'était la police judiciaire. Et puis, ben, merci Tristan Lhomme et les 12 singes, d'avoir fait cette campagne, parce que voilà, sinon on n'aurait pas pu la faire, hein, parce qu'elle serait pas sortie de mon cerveau à moi. Heu, voilà, j'ai fini Miss France. Je voulais savoir, je trouve qu'on pourrait, je sais pas si vous préférez commencer le débrief en me disant quels étaient vos moments préférés ou si vous préférez que je commence par vous raconter, l'histoire par le début? Moi, je veux bien que tu nous racontes l'histoire. OK, je vais mettre une petite musique alors, Ouais, celle par pareil, laquelle on a commencé. pareil, pareil. Faut que je la retrouve parce que bien sûr je les avais toutes rangées. Voilà. Hem
Donc l'histoire, hein, en gros, en grand, tout a démarré il y a 3000 ans, lorsqu'une petite tribu située sur la côte anglaise orientale s'est mise à vénérer un dieu étrange, heu et a découvert pour le vénérer un lieu alternatif appelé le labyrinthe, dans lequel ces sorciers pouvaient se rendre pour communiquer de plus près avec heu, cette entité qu'ils ont fini par appeler, l'homme sans tête. Durant ces 3 millénaires, il y a eu en tout, uniquement une dizaine d'individus capables de se rendre dans ce lieu étrange, hors monde. En 600 après Jésus-Christ, donc il y a à peu près 1500 ans, un sorcier nommé Adalric a eu une grosse influence sur, les traditions transmises par cette tribu, puisqu'il a vraiment mené le culte anglais à son apogée. Il était né en Normandie, dans une famille de grands propriétaires terriens. Il s'est intéressé, pardon, à la sorcellerie et il a traversé la Manche pour s'initier à ce culte qui était pratiqué en Essex. Il est revenu en Normandie autour de 600 justement pour, y fonder son église, hein, l'église de Saint Adalric, et c'est sous ce nom que l'histoire le retiendra, même s'il n'a jamais été canonisé. Il est mort en 635 à l'âge de 56 ans. Officiellement, il avait été tué par des bandits, mais en réalité, c'est des parents de ces jeunes victimes qui l'ont tué parce que, bien, ils s'en prenaient à des gens pas, des plus tout à fait dans l'enfance et vraiment pas encore dans l'âge adulte. Donc il est mort, mais sa chapelle lui a survécu, et tant et si bien qu'on peut retrouver en 1100 les traces de 2 rameaux du culte en France. Non, l'un en Essex, pardon, et l'autre en Normandie, en France. Les 2 branches, communiquent entre elles par, des voyages et par, la voie épistolière. Et c'est ainsi qu'en 1250, un chevalier anglais, débarque en Aquitaine pour y développer son propre rameau, un rameau bordelais. Après 1450, le rameau bordelais a pris ses distances, avec l'Essex et la Normandie, pour des raisons qui se sont perdues. Et en 1750, Jean de Hautnecourt était le grand prêtre du culte normand. Il a épousé officiellement une serveuse venue de Londres, mais en réalité, c'était une sorcière de la branche anglaise pour, solidifier les relations entre les 2 branches du culte. Elle s'appelait Élisabeth et elle a donné naissance à 2 jumeaux, Charles et Louis, en France. Elle était connue pour fréquenter les bancs de l'église Saint-Adalric à Hautnecourt, et les jumeaux y furent baptisés un petit peu sur le tard en 1781. Les parents sont morts en 1788 et durant la Révolution, heu, alors qu'il a réuni le savoir de branche normande et anglaise, Louis a quitté le monde terrestre pour se rendre dans le labyrinthe. De son côté, son jumeau Charles a rédigé Les Nuits de l'homme sans tête. Et puis, l'histoire retiendra qu'il est mort autour de 1830 et que cela a mis fin au rameau normand du culte. À la fin du XVIIIe siècle, le rang anglais connaît une renaissance épistolale après la Seconde Guerre mondiale. En 1934, James Sutton naît. Dans les années 70, il découvre le culte en Angleterre puisqu'il vit en Essex, tout simplement dans l'Essex. Et dans les années 80, il reprend la direction du culte. Il devient le grand prêtre et c'est à cette occasion qu'il y a dans les archives cultes une correspondance entre les anciens grands prêtres qui révèlent l'existence du anglais au moins jusqu'en 1940. À la fin du XXe siècle, les cultistes ont oublié qu'au départ c'était un dieu, une entité qui était vénérée, et à la place ils vont vénérer l'homme dans le labyrinthe. Parce qu'ils ont complètement oublié, qui était, l'homme sans tête.
Et Sutton, lui, en tant que grand sorcier, a pour objectif de contacter l'homme dans le labyrinthe et non pas l'homme sans tête, pour le supplanter, afin de devenir lui-même l'homme dans le labyrinthe et de devenir le dieu que son culte vénérera. Pour ça, entre 72 et 86, il va se baser sur sa lecture des Nuits de l'homme sans tête et il tuera 22 fugueurs dans le Suffolk, dans la ferme de Bury St Edmunds occupée par Stephen Selden à l'époque. Celle qui sera reprise ensuite par Mr. Baker. Mais les choses se passent pas très bien parce que bon, l'étau britannique se resserre autour de lui. Et en 1985, il commence à préparer la fuite. Il crée CDS Investment. Il nomme Dennis Baker fondé de pouvoir de ce qui sera le bras financier du culte. En 86, il se débarrasse de quelques indésirables. Et puis il quitte l'Angleterre pour la France, direction le Bordelais. Il s'y installe en 88 à Dardenac, dans le château qu'il loue à Jean et Colette Chaumeil. Et il contacte le rameau local du culte, une poignée d'adeptes sans objectif ni magie réelle, dirigée par Isabelle d'Ansignac, dont la principale qualité est d'organiser des séances de spiritisme pour tenter de communiquer avec l'homme dans le labyrinthe. Mais revenons à Sutton, il devient sans difficulté du coup le grand prêtre du culte puisque lui a des pouvoirs magiques. Et il les révèle assez rapidement à la poignée d'adeptes bordelais. Pour recruter des gens, il se lance dans des débauches sans grand intérêt d'un point de vue sorcellerie et de quelques sacrifices humains, mais qui ne vont pas intéresser Louis, l'homme dans le labyrinthe, parce que tout simplement, Sutton n'interprète pas correctement les nuits de l'homme sans tête. Et il se focalise sur les viols et les sacrifices, mais sans s'y prendre comme il faut. En 90, étant bien installé en France, il nomme Jacques Bazas cofondé de pouvoir de CVS Investments pour s'occuper plus facilement de tout ce qui est affaires financières dans le Bordelais. En juin 1992, le 12 juin, il sacrifie Hélène Lombardi lors d'une cérémonie qui vise à contacter l'homme dans le labyrinthe. La cérémonie échoue malgré la mort d'Hélène et Sutton comprend qu'il lui faudra un sacrifice de plus grande envergure pour l'année suivante, puisque, bien entendu, l'homme dans le labyrinthe ne peut être appelé que tous les 12 juin. Suite à la mort d'Hélène, le père d'Hélène, Marc Lombardi, colonel, n'est pas satisfait des conclusions officielles sur la mort de sa fille. Il décide donc d'enquêter avec l'aide de ses proches, mais bien sûr de façon tout à fait officieuse, ce qui lui permet de ne pas respecter tout un tas de choses. Aidé de son épouse Valérie, leur fille Jeanne, la grande sœur d'Hélène, le parrain d'Hélène, Jean-Pierre Dauzier, et Hervé Torres, le compagnon de Jean-Pierre. Durant un an, ils vont mener l'enquête et découvrir les agissements du culte ainsi que ce qu'ils préparent, et ils décident d'intervenir durant la cérémonie du 12 juin 1993, libérant 5 malheureuses victimes en cage dans la ferme de Jordis. Pierre Ménard, Jane Ecott, Thomas Vanier, Sophie Jansky et Simon Thurston. Ils sont malheureusement arrivés trop tard pour sauver Rachel Gardet, la 6e encagée. Ils parviennent néanmoins à blesser le grand prêtre du culte, James Sutton, qui traverse alors la représentation d'un labyrinthe situé dans une alcôve de la cave et amenant dans son bureau du château de Dardenac. Pendant ce temps, Lormier s'est enfui avec le grimoire de Sutton et
Marie Ulbricht avec Les Nuits de l'homme sans tête. Alors que Marc Lombardi faisait Un carnage. Hervé Torres, lui, a suivi Marc Lombardi, pas Marc Lombardi, James Hutton, et l'a achevé au château de Dardenac. Tout ça étant un peu étrange, les autorités ont conclu à un suicide par balle à l'issue d'une enquête plus que bâclée par un juge peu, peu compétent plutôt. Un an après, en début 1994, Stéphane et Sarah Selden quittent la ferme de Bury St Edmunds pour s'installer dans un pavillon du village où Stephen périra d'un cancer et Sarah sera frappée d'Alzheimer et donc quittera le pavillon pour une maison spécialisée dans cette maladie. Le 13 juin 1994, Marc Lombardi rédige sa confession sur l'année de juin 92 à juin 93, puis il se tire une balle dans la tête. En 1995, Jean-Pierre Dosier et Hervé Torres se séparent mais restent en bons termes. En 1996, Hervé Torres trouve un éditeur pour son roman Vendange de sang, qui met en scène un culte satanique bordelais, dans lequel les tortures décrites sont similaires à celles subies par Hélène, avec des détails jamais divulgués au public. En 1998, Dennis Baker, via CVS Investment, rachète la ferme de Bury St Edmunds. En 2004, Hervé Torres, de son côté, va s'intéresser à une coupure de journal étrange. Il aura des visions qu'il consignera dans un cahier et puis qui le rendront à moitié fou, événement suite auquel il va se faire interner lui-même à l'hôpital psychiatrique de Bordeaux, qui le transférera dans l'ULS Harmonie au bout de quelques semaines d'observation. Hervé Torres restera catatonique pendant longtemps, des années. En 2011, le docteur Emmanuel Lormier tombe par hasard sur Paul et Simone Delma, au détour d'une brocante. Alors que son projet de ramener Sutton d'entre les morts mûrit, il bat le rappel des branches anglaises et bordelaises du culte. Ainsi, en 2012, durant l'été, il contacte Jacques Bazas, Thomas Easton et Marie Ulbricht. Celle-ci contactera Sébastien Texier et Guillaume Brunet pour les rallier, alors que Lormier contactera Frédéric Gosselin, mais ce dernier refuse de renouer avec le culte. En septembre 2012, Guillaume Brunet, installé à Madirac, commence à fabriquer des nouvelles cages, en prévision des sacrifices que Sutton ne manquera pas de vouloir faire pour reprendre où sa mort l'avait fait arrêter. Car Lormier ne doute pas qu'il réussira à faire revenir Sutton. Dennis Baker, lui, a refusé d'aider à la résurrection de Sutton et son poste lui permettant d'empêcher de mener à bien certains projets, Lormier le fait assassiner par Thomas Easton en Angleterre le 7 octobre 2012. Le 5 novembre, moins d'un mois plus tard, Bazas est devenu le seul fondé de pouvoir et il vend ses vignes à CVS Investment à plus du double de leur prix. Car Bazas, lui, ne croit pas vraiment au retour de Sutton. En décembre 2012, cependant, Marie Ulbricht vérifie que tout est en ordre à la ferme de Jordis, comme elle le fait tous les ans, et ne remarque rien de spécial. Le 18 décembre 2012, les Delmain se rendent à Dardenac sur la tombe de Sutton afin de prier. En rentrant, ils voient comme un signe Mélissa Laplace au bord de la route et la kidnappent dans leur coffre à proximité de la Sauve. Ils l'emmènent à Madirac, ferme dans l'une des cages de Brunet. Le soir du 19 décembre 2012, le culte sacrifie Mélissa pour ressusciter Sutton, qui repose dans un cercueil ensorcelé à cet effet. Il transfère l'énergie de la jeune fille vers le défunt sorcier dans les bois de Dardenac. Cela fonctionne et Lormier emmène Sutton, qu'il installera chez lui une dizaine de jours avant de l'emmener au Clos des Fleurs, à Saint-Adalric, près d'Aubterre-sur-Dronne. C'était le souhait de Sutton d'être près de la chapelle Saint-Adalric où se trouvait la fresque
devant laquelle il pourrait faire, vos sacrifices, pouvoir aller dans le labyrinthe et prendre la place de l'homme du labyrinthe. Sébastien Texier est chargé de se débarrasser du corps de Mélissa Laplace dans le lac Bleu, mais il ne fera pas tout à fait, bien son boulot et le corps sera retrouvé le 6 janvier 2013 après 3 semaines de recherche par la gendarmerie plus, tous les bénévoles qui voulaient bien faire des battues pour essayer de la retrouver. Elle sera identifiée le 8 janvier et l'enquête sera confiée à Yann Quérien, qui aura bien du mal à comprendre ce qui s'est passé. Entre le 22 décembre 2012 et le 6 mars 2013, Jacques Bazas va retirer dans les 20 000 € en liquide du compte de CBS Investment pour les faux frais de Sutton et les vrais frais aussi de Sutton. Pendant ce temps, l'affaire Mélissa Laplace fait grand bruit dans les journaux et attire l'attention des jeunes gens qui avaient été victimes du temps plus tôt, les encagés, qui décident de retrouver les malfaisants et de les exécuter pour qu'ils cessent de nuire. Bien entendu, tout ce temps-là, ils étaient sur leur autrefois. Mais l'affaire Mélissa Laplace a aussi attiré l'attention de Jean-Pierre Dossier, qui va mener son enquête de côté. En février 2013, Marie Ulbricht trouve à Ponsac une maison à vendre. Elle la vend à Jacques et Marie-France Bazas pour la modique somme d'1 million. Le 22 avril, Emmanuel Lormier va kidnapper 2 routards qui ont eu le malheur de faire du stop près de chez lui, afin de commencer à mettre de côté des futurs sacrifiés. Le 1er mai, Thomas Easton, resté fidèle au culte, arrive en France par Calais. Et le même jour, la famille Lormier part en vacances en Corse. Le 2 mai, Sophie Jansky vole une voiture, une 207 bleu marine, sur le parking du centre commercial où elle est vigile. Et puis, au lieu d'aller travailler, quelques jours plus tard, elle va s'installer chez Pierre Ménard. Elle est déterminée à empêcher les fanatismes de tuer encore et prête à mettre fin à leur jour avant le 12 juin. Le vendredi 3 mai, une voisine des Bazas à Fronsac remarque Sophie Jansky qui faisait un repérage et cette voiture bleue. Elle pense que la jeune femme fait un repérage pour un cambriolage. Elle l'aborde pour lui demander si elle peut l'aider. Sophie panique et bredouille qu'elle cherche quelqu'un, un monsieur Jardy, puisque elle avait la ferme de Jordis en tête. Elle s'enfuit d'un pas pressant et repart avec sa voiture. Le 8 mai au soir, en Corse, les Lormier dînent avec les Chéreau, tandis que leurs amis, les Delmin, les Bazas et Easton se font sauvagement assassiner. Lors de ce qu'on nommera plus tard la tuerie de Villegouge. Les encagés ont exécuté leurs anciens bourreaux, mais pas sans torturer les Bazas et Easton pour connaître leurs projets et les projets du culte. Étant dans une croisade pour empêcher de nuire, ils bombardent les lettres CC, Convicta et Combusta partout où ils vont répandre la justice afin de damner ces sorciers et sorcières. Ensuite, lors de cette même nuit, avant 5 heures du matin, ils sont allés cambrioler la maison des Bazas pour emporter l'ordinateur et quelques autres choses, les fusils notamment, qui seront bien utiles. Grâce aux ordinateurs qu'ils ont volés chez les Bazas et les Delmin, ainsi qu'à des carnets de contacts, ils vont retrouver d'autres membres du culte, tels Emmanuel Lormier, Marie Ulbricht, Sébastien Texier, Guillaume Brunet. Pendant la nuit de Villegouge, Monsieur Desgardins, un voisin des Delmin, a remarqué l'incendie et appelé les pompiers. Ceux-ci, explorant la partie encore épargnée par le feu de la maison, ont trouvé les époux Delmin morts dans leur lit.
Afin d'éviter qu'ils ne soient abîmés par le feu qui progresse et sans certitude absolue qu'ils sont morts, ils suivent le protocole, les évacuent dans le jardin. Le chef des pompiers appelle alors la brigade de recherche de Libourne et le lieutenant da Silva, après avoir constaté les faits, appelle la section de recherche de Bordeaux à 5h30 du matin. Mata envoie le groupe Tellier. 1 heure plus tard, les gendarmes du groupe Tellier arrivent sur les lieux, au 112 rue de la Libération, devant un manoir en flammes. Camion de pompiers, gyrophare. Le jour est déjà levé. À 8h32, la dépêche AFP tombe de la tuerie de Villegouge. Et c'est là que vous êtes entré en scène. Mmh. Ah bah, du coup, je comprends mieux. Enfin, le Jardy, ouais, j'avais complètement zappé, mais ça me disait quelque chose, Jardy. Mais Ouais, ouais, c'était bon. un Le problème, peu. c'est que ce truc, c'était il y a longtemps, quoi. Oui, et puis je trouve que l'indice était. Ouais, ouais. Fallait avoir envie de jouer sur ce jeu de mots sans réelle raison. Ouais, je suis d'accord. Je pense pas que j'aurais trouvé. Non, c'est pour ça que j'ai pas insisté dessus non plus, parce que je trouvais que c'était pas évident, mais c'était cohérent qu'elle réagisse comme ça, mais que ça vous servait pas à grand chose, quoi. Par contre, dans ton histoire, on n'entend pas trop enfin, les raisons de Opter pour le coup. Non, mais on va en parler. Ah oui. Opter, alors le choix d'Opter, si de la part de Sutton et de Lormier, c'est simplement qu'il y avait la chapelle Saint-Adalric, parce que Saint-Adalric à l'époque, avait pas Saint-Adalric, mais le chevalier qui était venu, en 1200-1400 par là, avait bien développé le culte et qu'à Opter, une chapelle avait été érigée avec une fresque, magique dans la cave qui permettait de contacter plus facilement l'homme dans le labyrinthe. Ouais, mais je parlais plus de la période 39-45 où il y avait les Ah gens oui, qui se bah sont ça, on va liquéfiés. Ouais. alors Ah, ce tu qui parlais des s'est passé soldats nazis, oui, Ouais, les Allemands, exactement, qui se sont fait qu'on a complètement retrouvés en liquéfier là. bouillie dans la ferme. Ouais. oui, ce qui s'est passé à ce moment-là, ça c'est une autre histoire puisque bien entendu donc, pour résoudre l'enquête, des crimes commis par les engagés en 2013, vous avez dû enquêter dans le passé et vous avez donc joué ce qui est appelé dans la campagne des scénarios hors procédure. Et parmi ces scénarios, alors moi au départ, quand j'avais décidé de proposer cette campagne, je m'étais dit: «Je vais la faire jouer de septembre à juin et si j'ai de la chance, j'aurai le temps de faire jouer le hors procédure de l'affaire Lombardie et si j'ai beaucoup, beaucoup de chance, je pourrais aussi faire jouer le hors procédure du labyrinthe». Mais je comptais pas faire jouer les 2 autres. Donc ni Opter, ni l'abbaye de Mondré que vous aurez entendu parler juste en voyant leurs documents et je vous les aurais résumés, ou je les aurais fait apparaître dans l'histoire comme j'ai finalement fait avec Labyrinthe. Mais, les choses sont passées autrement puisque avec nos disponibilités les uns des autres, de jouer la campagne de septembre à juin, de septembre 2022 à juin 2023, on l'a joué de septembre 2022 à juin 2024. Du coup, ça m'a laissé le temps de faire jouer hors procédure et on a donc dit de pas jouer le 4e parce que comme on approchait de la fin et que, vous avez découvert les indices de façon rapprochée, ça faisait beaucoup de coupures dans l'enquête. Mais on peut commencer par parler de l'affaire Opter si vous Ouais, alors, en 1993, alors qu'il a été témoin dans la cave de Jordis des choses étranges qu'il a vues et complètement folles, et notamment du de Sutton sur ce labyrinthe étrange qui envoyait des gerbes bleues et au sein duquel il a disparu, et dont il a vu disparaître aussi Aventuresque à la suite. Il a, il, il a été convaincu que des forces surnaturelles étaient à l'œuvre. Et à partir de là, comme disent Dosier a gardé un œil sur les gens qu'il avait pu identifier, donc notamment les Delma et les Bazas. Et puis, il a enquêté sur des faits divers étranges dans la région, et c'est là qu'il est tombé sur les 5
résistant survivant qui avait vécu une histoire extrêmement étrange en 1934. Et il les a interviewés. Et en fait, l'histoire qu'ils ont racontée, c'est un peu celle que vous avez vécue, mais pas que. C'est-à-dire que ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'une dizaine de jours avant que les événements commencent, Simone Bravou, la femme du fermier, là où il y avait eu le tendu gaz moutarde et tout ça, et le père Étienne avaient enfin achevé de nettoyer une fresque dans la chapelle Saint-Adalric, où depuis quelques années, ils donnaient une messe une fois par mois pour les habitants du hameau. Simone était une paroissienne assez fervente et puis du coup elle l'a aidée à nettoyer cette fresque sur laquelle il y avait de la chaux pour la masquer. Et l'approche de la date, c'est-à-dire que la fresque avait été découverte à l'approche du 12 juin, ce qui a permis à Louis de communiquer avec Simone et Étienne. Alors, le père Étienne l'a pas tellement intéressé, mais Simone, oui. Il trouvait que sa personnalité était assez curieuse pour s'y intéresser. Il a commencé à la manipuler et il voulait la convaincre de venir dans le labyrinthe avec tous les enfants qu'elle pouvait, c'est-à-dire les enfants, les siens, ses neveux et nièces, et les enfants de 2 sœurs qui avaient adopté tous les orphelins de la guerre qui avaient été retrouvés dans la région. Et Simone luttait donc avec Louis qui lui parlait dans sa tête. C'est pour ça qu'elle parlait souvent toute seule. Simone était mariée à Bravou, un violent qui la frappait régulièrement et qui était collabo, milicien, pétainiste. Il a envoyé Simone Bravou chez sa sœur pendant qu'il accueillait des miliciens pour faire des choses. Parce qu'en juin 44, comme ça bougeait, eh bien, fallait vite nettoyer certaines preuves. Certains avaient décidé de faire encore le plus de dommages possible avant que ça s'arrête, tandis que d'autres retournaient leur veste. Et durant cette nuit-là, Simone a pensé à son mari et elle s'est retrouvée dans sa ferme. Et là, son mari, qui n'a pas compris ce qu'elle faisait là, a commencé à la frapper, mais elle s'est défendue. Et avec le labyrinthe, il y a eu des phénomènes bizarres, notamment son mari a été coupé en deux, le chef des miliciens avait fondu, et les autres miliciens sont morts de peur. Et elle a épargné, c'était son prénom, c'était Raymond, non, le résistant qui était en train de se faire torturer. Je sais plus comment il s'appelle. Ça me parle. Ouais, je me souviens plus, celui qui était attaché sur une chaise, ouais. Oui, On voilà. l'avait sauvé d'ailleurs. C'est ça. Raymond, oui, c'est bien ça. Et comme elle a eu de la compassion pour lui, vu qu'il était en train de se faire torturer et de se faire frapper, lui aussi, il a été épargné. Mais témoin de ce qui s'était passé. Et enfin, de ce qui s'était passé dans la cave, pas dans le reste de la maison. Mais l'influence du labyrinthe a été telle que Raymond, lui, est resté quand même pendant quelques heures incapable de parler, puis ensuite il s'exprimait en grec ancien. Et après seulement, il a pu raconter ce qui lui est arrivé. Pendant les jours qui ont suivi, Simone a commencé à voir sa perception des choses modifiée. C'est-à-dire que les distances n'étaient plus les mêmes. Parfois, elle faisait un pas et elle se retrouvait 3 kilomètres à côté. Parfois, elle se retrouvait dans le labyrinthe dont elle ramenait des objets, notamment un foulard que vous avez vu qui vous avait rendu nauséeux, parce que les motifs dessus bougeaient bizarrement. Et quant au père Étienne, de son côté, si Louis ne le tourmentait pas,
il avait quand même été contaminé par le labyrinthe et où il allait, des petits labyrinthes le suivaient, petits ou grands, puisque il y avait un labyrinthe dans sa chambre, il y en avait un dans le champ près du presbytère, il y en avait un dans le champ près de la ferme des Bravous parce que il avait compris qu'il s'était passé quelque chose en rapport avec la ferme et qu'il voulait aller voir la ferme. Mais petit à petit, aussi, ce qui se passait, c'est qu'il s'effaçait. Les gens ne se souvenaient plus de lui. Les gens, il leur parlait, il ne lui répondait plus. Il a essayé de quitter Opter à plusieurs reprises, mais à chaque fois qu'il prenait sa voiture et qu'il s'en allait, le chemin le ramenait à Opter. Et il a finalement disparu dans le labyrinthe au bout de quelques jours. Peu après les événements de la Résistance. Quant à Simone, le matin où vous avez où vous êtes allé à la ferme pour comprendre ce qui s'était passé, où vous avez changé, déménagé le QG et tout ça, elle est retournée chez sa sœur, elle a emmené ses enfants et elle a disparu dans le labyrinthe avec eux. Mais sa force de caractère lui a fait laisser les autres enfants. Eh bah, dis donc. Vous pouviez Alors, découvrir tout ça si vous suiviez le côté surnaturel des événements, si vous vous intéressiez au Père Étienne, au labyrinthe et à Simone Bravou, vous auriez pu être emmené dans leur histoire. d'accord. On aurait pu rencontrer Louis. Dans le hors-procédure que vous avez décidé de ne pas jouer, oui. Ok. Mais c'est pas vous qui le rencontriez, c'était des... Je vais vous Mais- expliquer après qui vous Mais à auriez Opter, joué. on aurait pu rencontrer Louis. Dans le labyrinthe. Alors, si vous vous étiez vraiment beaucoup intéressé au labyrinthe et qu'il y en est l'un de vous qui a prévu, mais ça aurait pu éventuellement se passer selon ce que vous m'auriez raconté. Ce qui était prévu, c'était, vous savez, vous avez nettoyé la fresque, vous avez vu du sang perler et vous n'avez pas osé y toucher. Si vous y aviez touché, il y aurait eu des litres de sang qui auraient jailli de la fresque. Les soldats d'Hérode vous auraient attaqué. Ah ouais, dis donc, putain. Ouais, ça pouvait On tourner a loupé vraiment un très beau glauque. spectacle. Ah, mais Kader, faut pas toucher cette fresque, enfin. Oh, c'est pas possible. C'est la fresque Kader a touché plus tard en plus, oui. Ah, Et pareil, on n'a pas osé rentrer dans le labyrinthe là qui était dans les champs. Et depuis, Voilà. partout où il va, il y a des petits labyrinthes maintenant. Hein. Si vous étiez allé dans le labyrinthe du champ, je vous aurais téléporté chez le Père Étienne, ou je l'aurais téléporté dans le labyrinthe, et il aurait pu vous expliquer ce qui lui est arrivé depuis des jours. Ouais. Ah, Moi, je suis bien content finalement de ne pas l'avoir touché cette fresque. Voilà. Ah bah après c'était fini. Ouais. Voilà, c'était fini après, hein, putain. On n'aurait pas pu sauver. Quelques petits cauchemars et C'était puis personne après pour la passer à On a trépas. sauvé mine de rien des vies, hein, grâce à notre action de résistance. À Opter, carrément, oui. Donc mine de rien, si on l'avait Ouais, touché, on avait un côté humaniste, enfin jusqu'à un certain point. Mais ouais. Ouais, enfin, humaniste, en dehors des fachos seulement. Voilà, c'est ça, il y Ouais, avait une vous avez sélection. quand même On a mis pris fin parti. à la vie de certaines personnes parce que vous aviez... et elles n'allaient pas du tout dans la même idéologie que vous. C'était la guerre, hein. Bon voilà, des fois, C'est faire ça, des choix. c'était la fin d'une guerre, il y a des choses moches et voilà, vous les avez vécues. C'est ça. Et c'est ce qui nous a manqué en fait sur cette partie-là, c'est vraiment la partie fantastique. Et c'est dommage qu'on soit passé à côté. Oui, non, chapitre. parce que en fait, moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé parce que pour le coup, c'était vraiment le scénario bac à sable où tous les événements qui arrivaient dépendaient uniquement de vos actions. Ouais, moi je regrette pas comment on l'a joué ce scénar. Et ça, du coup, c'est vous qui avez décidé de ce que les gendarmes de 2013 ont appris. Puisque il y avait moins de surnaturel finalement que ce à quoi Dosier s'était attendu. Mais Dosier, lui, savait lire entre les lignes, donc il avait compris quand même qu'il y avait quelque chose de crucial qui s'était passé là-bas. Ouais, mais du coup, en fait, ça faisait pas tant que ça le lien avec cet homme, pour le coup. Enfin, le lien était ténu quand même. C'est ça, le lien était ténu puisqu'il s'agissait quand même d'événements qui s'étaient passés que ça était enfant dont il n'avait pas forcément eu connaissance.
Tu vois, moi je pensais que Sutton, en fait, il était beaucoup plus vieux et que peut-être il était lié à Uther aussi, et qu'en fait, comme c'était un sorcier, peut-être tu vois, il avait 150 ans, 200 ans, un truc comme ça. Peut-être même que c'était Adalric, enfin, tu vois, je m'imaginais peut-être des trucs comme ça, moi, tu vois. Eh bien, Oui. oui, non, parce qu'il est en 1934, mais sur les photos de 1993, il a plus l'air d'avoir 40 ans que. Bon, Ouais. il est un peu plus jeune, quoi. Disons plus avoir changé esthétique aussi, c'était. Voilà. C'était pas si déconnant. Très bien. Pour ce qui est de l'abbaye de Montaregret, c'est-à-dire le scénario que Pazo et Valkia ont joué lorsqu'ils ont trouvé une lettre dans les affaires de Lormier. Il s'agissait d'un petit témoignage d'une enquête sur un culte qui sévissait à Bordeaux. Enfin, l'enquête n'était pas sur le culte, l'enquête était sur une mort suivie d'une accusation étrange avec un fait un petit peu impossible, puisque celui qui était accusé d'avoir tué la victime se trouvait 5 minutes auparavant à une demi-heure, 1 heure de distance, et donc il y avait des incohérences. Du coup, l'équipe de Vidocq était allée enquêter. Ce que vous avez mis en évidence, mais sans le comprendre, c'était que la grande prêtresse du culte en 1836 était l'aïeule d'Isabelle d'Ansignac, puisque c'était Céleste d'Ansignac. Et Céleste ou Clémence, Céleste je crois, et que Isabelle d'Ansignac dirigeait le culte, ou ce qu'il en restait, jusqu'à l'arrivée de Sutton en 1988. Donc là, tout dépendait vraiment de vous, puisque c'était vraiment de l'improvisation avec quelques éléments distillés dans un petit document. Dans les autres hors procédure, il y a donc eu l'affaire Lombardie. Alors celui-là, purée, pendant 1 an, j'ai attendu que vous y intéressiez. J'ai attendu d'abord que vous, suite à la découverte de la photo chez Jean-Pierre Dosier et le lien avec Hélène Lombardie, vous alliez interroger les survivants, c'est-à-dire Valérie Lombardie, Jeanne Lombardie et Hervé Torres. Et Jean-Pierre Dosier, bien sûr, mais Jean-Pierre Dosier avait disparu. Et en fait, vous êtes intéressé qu'à Jean-Pierre Dosier. Du coup, j'ai dû bidouiller autrement. Et comme vous étiez pas trop intéressé au dossier Lombardie, je l'ai glissé dedans il y a un peu plus tard pour le faire découvrir à Kérien. Enfin, Kérien l'avait déjà découvert, mais pour le faire ressortir à Kérien, suite à la mention des trouvé chez Guillaume Brunet, ça lui a rappelé qu'il avait lu quelque chose à ce sujet-là 6 mois auparavant. Ouais. Et c'est comme ça que la lecture des aveux de Marc Lombardie vous a fait comprendre plein de choses. Ouais, ça a été déterminant. Oui, et effectivement, l'enquête aurait pris certainement tout un autre tour si vous l'aviez lu plus tôt, mais il ne faut pas oublier que ce que la juge Lopez voulait, c'était des faits et des preuves. Et que l'affaire Lombardie, c'était juste le témoignage d'un homme qui venait de se suicider et qui aurait très bien pu raconter n'importe quoi. Et d'ailleurs, il n'a pas tout à fait été honnête dans les mémoires, puisque il laisse supposer que c'est lui qui a tué James Sutton, alors qu'en réalité, c'était Hervé Torres. Mais il voulait pas le dénoncer, puisque Hervé Torres était toujours vivant. Et puis même, il aurait pas, même à titre posthume, il l'aurait pas fait. C'était un homme d'honneur, hein, le colonel Lombardie. Mais du coup, ça vous permettait de connaître l'histoire des encagés
et de la famille d'Hélène. C'est-à-dire des criminels de 2013 et de ceux qui pouvaient éventuellement avoir quelque chose à faire là-dedans en 2013. Quant au scénario qui restait qu'on n'a pas joué, le labyrinthe, c'est donc Hervé Torres en 2004 a découvert une coupure de journal dans un journal normand. Il est allé en Normandie et il a eu une vision qu'il a couchée sur le papier. Alors comme Tellier, lui tout ce qui est surnaturel et tout ça, ça lui passait au-dessus, qu'il s'en foutait. Il a dit ouais c'est de la merde. En fait c'était vraiment un chef-d'œuvre de la littérature gore. Et il s'agissait de l'histoire de 5 personnes, 5 personnes de l'entourage proche de Sutton, que Sutton avait envoyé dans le labyrinthe en tant que victime pour Louis, qui s'est amusé avec eux, qui a fait une chasse à l'homme. Il les a tués les uns après les autres. Ça a rendu Hervé... Ouais. Ah oui, là vous alliez, vous auriez joué le hors procédure, vous aviez un mot genre je suis un salaud, je suis une pourriture, je sais que je vais mourir, bon je vais quand même essayer de mourir en dernier parce qu'il paraît qu'il y a une récompense pour celui qui meurt en dernier. Et c'était effectivement des salauds. Il y avait un sorcier, une sorcière, une petite frappe skinhead, une bimbo toute jeune qui avait couché avec le skinhead alors que c'était la maîtresse de Sutton à l'époque, et le comptable qui avait piqué du fric à Sutton. Ah ouais. Et c'était 5 saloperies, 5 pourritures qui se retrouvaient là, avec des personnalités très très fortes. Voilà, ça aurait été aussi intéressant à jouer. Et il y avait des manières différentes et merveilleuses encore de mourir. Avec là des contacts avec Louis de Honnecourt et son jumeau Charles. Donc qui vous aurait appris des éléments sur ces 2 frères. Et à la place, comme vous l'avez pas joué, j'ai transformé des informations de ce scénario en vision de cauchemar pour Kader. Pour qu'on ait quand même un petit peu la teinte de surnaturel et puis le labyrinthe qui soit présent, quoi. Ah bah voilà, en plus j'étais le seul qui voulait le jouer. Ouais, t'es dégoûté, hein. Pauvre Kader. Oui, non, moi je voulais bien le jouer aussi, on était 2 quand même, mais voilà. C'est dur d'être avec des cartésiens. Ouais. On sentait bien que Tellier et Brochard, ça les intéressait pas trop la lecture de ce truc. Voilà, pour les détails, revenons en 2013, hein, pour les détails auxquels je pense, auxquels je pensais que vous alliez vous intéresser. Notamment, il y avait les pneus de la voiture de Texier. J'avais fait une caméra plongeante sur la Mégane qui arrivait sur le parking de la gendarmerie quand vous l'aviez convoquée. Mais personne n'a pensé à en profiter pour aller prendre l'empreinte des pneus. Ah non, ouais, non. Texier, ouais, c'est vrai que Texier, en fait on l'avait dans le collimateur, mais comme on avait beaucoup de pistes, c'est vrai Ouais. que... C'était un ami glauque de Marie Ulbrich, parfois amant, mais pas... Il n'y avait pas de liaison sentimentale entre eux. C'était une liaison amicale qui existait parce que c'était 2 gros pervers. Enfin, 2 gros pervers, je m'excuse, hein, chacun a les pratiques sexuelles qu'il veut du moment que ça n'entraîne pas des choses contre le gré d'autres personnes. Mais en tout cas, eux, oui, le gré des autres personnes n'était pas toujours nécessaire pour eux. Et mais ils avaient des pratiques quand même très très SM, même avec des gens consentants. Et c'était ça qui les liait beaucoup, plus le fait que, eh bien,
Marie Ulbricht était dans ce culte autrefois et que Texier s'est laissé facilement embarquer dedans. Et il a été tout de suite utilisé puisque, comme dit, c'est lui qui devait éliminer faire disparaître le corps de Mélissa Laplace. D'accord. Donc il n'était pas que impliqué un peu. Les engagés qui avaient appris son existence en torturant Marie Ulbricht auraient bien voulu l'éliminer, mais il était surveillé de près par l'équipe de Vidal, Ouais, on l'a mis sous surveillance. je crois. Et où ils n'ont pas trouvé de créneau pour s'introduire et le tuer. Mais on l'a fait coffrer à la fin. Mais vous lui avez sauvé la vie. Voilà. Ceci dit, dans le livre, ce que moi j'aurais pas fait, mais dans le livre, il était prévu que sa fille de 8 ans meure aussi. Parce qu'il l'avait à ce moment-là en week-end de garde et que Thomas Vanier l'assommait, mais il l'assommait trop fort. Ah ouais, dur. Moi, j'avais hésité entre la faire tomber juste dans un coma temporaire ou voilà, si elle était ce week-end-là vraiment chez... Ça dépendait de sa déposition aussi parce qu'il avait parlé de la garde de sa fille, mais il n'avait pas été interrogé dessus. Du coup, j'étais pas obligée de la placer, donc j'ai décidé de pas la placer du tout. Sauf dans ce qu'il racontait, quoi. Du coup, elle aurait de toute façon été épargnée, même s'il n'avait pas été sous surveillance. Parce que bon, je trouvais que ça allait un peu loin quand même. Ah, ça montre, je pense que peut-être que les auteurs de cette campagne, ils voulaient montrer à quel point les engagés sont prêts à aller loin dans leur vengeance, quoi. Alors ça, c'était pas exprès. C'était un acte que Thomas regrettait dans le livre. Mais voilà, c'était du dommage collatéral, quoi. Et c'était pour permettre à Dausier de devenir l'allié des enquêteurs parce que ça le choquait. Ouais. Mais vous en aviez fait votre allié de toute façon, donc il n'y avait pas besoin de ce ressort scénaristique. Ouais. Donc j'ai pas utilisé ça. Vous avez sauvé, bien malgré vous, Emmanuel Lormier. Enfin, sauver, on l'a coffré, quoi. Oui, mais si vous étiez pas intéressé à lui en dépit de toute logique, parce qu'au début il n'y avait pas de raison, il était en Corse, il n'avait rien à voir avec tout ça, c'est juste que c'était une relation des Delmin, et bien malgré tout ça, vous l'avez trouvé éminemment louche, et je ne sais pas pourquoi, je l'ai pourtant joué très innocent. Un peu arrogant, mais très innocent. Ouais, t'es louche. En plus, j'étais pas si loin que ça, il a bien remplacé Sutton quand même, pendant un temps. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que lui, il l'a pas remplacé. C'était vraiment le disciple du maître. Et du coup, quand il est retombé sur les Delmin, il a vu là l'occasion de faire revenir son héros. Et c'est ça qu'il a mis en œuvre, mais il les a pas vraiment dirigés. Et Bah, il a quand même commandité le meurtre de Baker. Enfin, oui, pour pas qu'il empêche le retour de son héros, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le voyais, Lormier, c'est qu'il avait besoin de quelqu'un à suivre, tu vois. Il a fait capturer les jeunes, enfin bon, quand même. Ouais. Enfin bon, il c'était était pas mal acteur quand même. Hein. Tu sais, pour moi, dans l'histoire, c'était parce que bon, pour avoir discuté avec pas mal de MJ, il y en a beaucoup d'autres qui pensaient que c'était qui trouvaient que c'était pas très cohérent parce que tu dis avec le pouvoir qu'il avait, plus le grimoire de Sutton, pourquoi ne voulait-il pas aller lui pour son propre compte dans le labyrinthe? Ben moi, donc ils l'ont interprété différemment. Mais pour moi, c'était vraiment le larbin. Tu sais, le larbin du grand sorcier, le mec qui... Sa seule ambition, c'est pas d'être Dieu, c'est d'être le favori de Dieu parce qu'il avait besoin de cette reconnaissance de Sutton. Et wrestling. Ouais. Bon, moi, je l'aimais pas Lormier depuis le début. Et c'est son arrogance, finalement, qui l'a perdu. Oui, mais son arrogance, en fait, elle avait rien à voir avec le fait qu'il était sorcier. C'était juste sa personnalité de notable, en fait.
C'est l'habitude de Est-ce se qu'il avait sentir une... au-dessus d'autres gens, quoi. Et est-ce qu'il avait une liaison lui aussi avec Marie Ulbrich ou pas du tout finalement? Eh bien, même pas. Oh putain, c'est dingue, putain, je suis passé à côté quoi. Oh Il là avait là 2 là. maîtresses, hein, l'institutrice et l'autre, je sais plus qui c'était exactement, mais il avait bien 2 maîtresses dans son village et puis il en avait eu d'autres, hein, parce que c'était un homme à femme. Mais Marie Ulbrich, il avait pas envie d'avoir ce type de relation avec elle et donc quand ils allaient ensemble à Opter, c'était pour aller voir, James Sutton. Putain, mais comment on a pu passer à côté de ça, quoi, c'est dingue. Ah, on est Et vraiment si passé vous devant, ouais. aviez enquêté Ah, vous-même, on est alors passé oui, devant quoi, hein, putain. vous le savez, mais les gens qui nous écoutent ne le savaient peut-être pas. S'il y en a qui nous écoutent, bonjour. C'est que moi, j'avais pris le parti que tout ce que vous faisiez vous-même en personne, vous aviez 100% du résultat et des informations, et tout ce que vous déléguiez, vous n'aviez que les informations de surface. Donc, si vous étiez allé vous-même, si vous avez, enfin, à l'agence immobilière, vous auriez remarqué très vite que Marie Ulbrich, elle s'occupait de Jordis et Madirac, les 2 maisons où il y avait, qui appartenaient à CVS Investment et qui avaient un lien direct entre elles, le culte et les 2 maisons. Là, du coup, c'était un peu plus long. Je l'avais mise là. Normalement, Marie Ulbrich, Lormier, dans l'histoire de base, il allait tout seul chez Sutton, mais je trouvais que c'était intéressant si elle allait avec, surtout que ça permettait Bah, ça de nous a permis de le crédibiliser coffrer pour le coup. le Bobard des Frasquins, qui eux étaient depuis le début plus ou moins sous l'hypnose de Sutton. Ouais, d'accord. Bah, Donc, en fait, dans notre malheur, ça nous a quand même permis de le coffrer, puisque comme on l'a fait, il a avoué en plus ce con qu'il était potentiellement l'amant de Marie Ulbrich, et en fait, ça nous a permis d'en faire le suspect numéro 1 de son assassinat, pour le coup. Mais, ah bah oui, oui. Mais je pense qu'il était, à ce moment-là, il était aux abois parce que c'était plus lui le criminel, c'était la victime, puisque ouais, les criminels, c'était les encagés. ouais. Et donc vous l'aviez beaucoup dans le collimateur, tout comme Sophie Jansky, mais Sophie Jansky, elle, en fait, Bah, elle, c'était la femme invisible, là, hein. Impossible de la trouver, quoi. À juste eh titre. bien oui, parce qu'elle a été rapidement envoyée à Jordis Ouais. À Jordis, pour se c'était pas planquer. facile. C'était pas facile de trouver la piste. Finalement, le seul moyen, ouais, c'était en fait, de récupérer l'affaire de Marie Ulbrich et un peu de mettre de côté le capitaine Mirmont, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu collabores pas trop avec la police. Tu lui dis, tu me files tout et c'est toi, et c'est nous qui prenons en charge cette enquête. Mais c'est vrai que comme on voulait collaborer avec la police, c'était compliqué, quoi. Ouais, et alors ça, c'était aussi le chat et la souris, hein, avec les surveillances, puisque donc Sophie a été envoyée assez tôt à Jordis. Quand vous avez perquisitionné chez Pierre Ménard, elle était partie, mais quelques jours avant quand même. Je sais plus si vous aviez... Non, vous aviez pas encore fait le... Caroline, si elle avait déjà mis l'avis de recherche avant la perquise. Je me souviens pas. Je sais pas si vous souvenez, si l'avis de recherche avait été lancé avant ou après la perquisition chez Ménard. Je me souviens plus. Je me rappelle plus du tout. Alors là, je me souviens, franchement, je ne saurais pas te dire. En tout cas, ils avaient compris quand même qu'il fallait qu'elle se planque assez tôt puisqu'elle avait piqué la bagnole, machin et tout. Ménard et les Vanier comptaient, eux, continuer à avoir une vie normale. Ils communiquaient tous les 5 avec Simon aussi, avec ce qu'on appelle des portables de guerre, c'est-à-dire des prépayés qui planquaient, mais qu'ils ont vraiment très bien planqué, que dans une perquise tu pouvais pas trouver, quoi, genre sous une latte du plancher qui s'enlevait, que tu vois, vous aviez pas désossé la maison, il n'y avait pas de raison de les trouver. Quand ils ont été dans le collimateur de la gendarmerie, ils ont détruit ces portables, ils les ont éliminés et ils avaient de toute façon, ils savaient que s'ils voulaient continuer leur mission d'éliminer les bourreaux et le culte, il fallait qu'ils se retrouvent tous à Jordis.
puisque c'était leur planque. C'était ce qu'ils avaient prévu dès le départ, que s'il y avait des problèmes, ils essayaient de tous se retrouver là-bas. Donc Sophie a été envoyée en premier. Il y avait Simon qui, de toute façon, lui, c'était un SDF, il était partout dans les rues et tout. C'était Simon, en fait, qui se baladait partout, qui arrivait à les informer tout le temps. Parce que Simon, malgré ses tatouages et malgré l'agression du Hollandais, c'était vraiment le mec passe-partout, parce que dans la rue, personne ne le regardait. Ok. Vu que c'était vraiment depuis toujours, depuis son adolescence, il vivait dans la rue, c'est le mec qui se fond dans les murs, quoi. Ouais, bah lui, il était pas facile à trouver aussi. On l'a trouvé tard, lui. Hein. Ouais. Et du coup, vous avez vraiment pas eu de chance, hein, parce que c'est vrai que Ménard, il était surveillé par un petit jeune à un moment, et puis du coup il s'est barré à pied, parce que le petit jeune il surveillait la bagnole et la maison, mais bon, il y avait les lumières qui brillaient, et puis voilà, enfin il s'est pas assez méfié. Les Vanier, eux, ils ont quand même fait un peu plus élaboré pour se barrer, mais ils y sont bien arrivés. Et tout le monde s'est retrouvé à Jordis jusqu'à ce que vous leur retombiez dessus. Mais comme vous aviez fait intervenir une brigade de gendarmerie pour vous aider, ils ont beau être discrets, il y avait quand même Thomas, Pierre et Simon qui se relayaient sur le toit pour, par un vasistas du toit pour observer les alentours, et qui voyaient, ça portait loin, et du coup ils avaient repéré la voiture de Brochard, qui était venu avec une voiture d'un des gendarmes de Marmande. Et ouais. Et donc ils se sont barrés pendant que Jane restait pour donner le change, et parce que Thomas avait insisté que Jane reste pour pouvoir s'occuper de Lilia, pour pas qu'ils aillent toutes les deux en prison. Mais c'est vrai que Sophie, c'était une énigme longtemps, et vous ne l'avez pas su, mais dans son médaillon autour du cou, elle avait une mèche de cheveux de Rachel Gardet, la 6e en KG. Qu'elle avait prélevée parce que les investigateurs de 1993, c'est-à-dire la famille Lombardi, n'est pas revenue sur les lieux du sacrifice. Par contre, les encagés, eux, ils sont revenus, et c'est eux qui ont enterré Rachel à l'arrière de la maison, et qui lui ont fait une tombe avec une croix. Et c'est à ce moment-là que Sophie avait pris une mèche de cheveux. Ok. Elle a pris le médaillon également, non? C'était pas le sien à la base. Je pense que c'est plutôt un médaillon qu'elle a pris suite à ça. Mais Parce que, pour moi, parce que vu que les encagés, on leur enlevait toutes leurs affaires. je sais plus, il me semblait qu'on avait eu un témoignage comme quoi il y avait un médaillon qui avait été offert. Alors peut-être, je Ouais, suis je pas me sûre, souviens mais aussi de t'as bien ça, ouais, raison. tout à fait. Il Bah a alors raison, c'est ça, c'est Manu, que ouais. ouais, donc elle a Il y dû le avait retrouver dans les affaires, médaillon. dans les casiers qu'il y avait, vous vous souvenez, dans les cartons en haut dans la ferme de Jordis, Ah oui, c'est quand possible. la famille Lombardi est arrivée, il y avait les affaires de plein de gens, les précédentes victimes aussi, elle a dû retrouver là-dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, vous avez sauvé, alors pour revenir aux gens que vous avez sauvés, vous avez évité aussi le kidnapping de Édith Lormier. Oh. Puisque si la famille Lormier avait pas été sous une garde à vue aussi, une surveillance aussi serrée, les encagés auraient kidnappé Edith pour faire chanter Lormier, pour qu'il les amène auprès de Sutton. Ok. Et pour le tuer. Le but des encagés, c'était clairement de tuer Sutton, mais au passage de tuer aussi tous les cultistes pour pas qu'ils le ressuscitent encore. Comment ils ont découvert qu'il était en vie? C'est ça, en torturant Marie Bosch, c'est là qu'ils ont découvert le truc? Quand ils ont découvert que qui était en vie? Sutton. Quand ils ont torturé Marie Ulbrich. Ouais, voilà, c'est ça, c'est quand ils l'ont torturé, ok. Oui, parce que quand ils ont torturé les premiers, ils étaient pas jusque-là, quoi.
Ok. Les premiers, ils ont balancé Lormier, ils ont balancé Ulbrich et Ulbrich, elle a balancé Guillaume Brunet et James Sutton. Bon, on s'en est pas si mal sorti que ça. Finalement, je m'attendais à pire. Ouais, vous en êtes vachement bien sortis. Et de son côté, il y a aussi Mathieu qui a fait énormément de choses en Angleterre, l'air de rien. Parce que lui, il a suivi l'enquête parallèle en Angleterre de toutes les victimes des années 80 et 70. Et il y en a eu pas mal aussi, hein, qui avaient été torturées et sacrifiées comme celle des années fin 80, début 90 dans le Bordelais. Dans tout ça, il y avait les médias aussi, bien sûr, hein, puisque c'était une affaire retentissante. Et il y avait, heureusement, je pense que vous l'avez bien aimé, moi je l'ai beaucoup aimé, la juge Lopez. Oui, excellente. Corbatellier a eu un petit crush sur la juge Lopez. Ouais, on avait remarqué. Il y a un petit crush sur elle. Il a failli craquer, mais bon. Ouais, mais Marie, c'est quelqu'un de bien aussi. Exactement, c'est ça. Il a pas craqué comme Brochard. Ouais, non. Enfin voilà, du coup, moi, il y a beaucoup de moments que j'ai beaucoup aimé de vos personnages. Alors déjà, autant je trouve que vous étiez tous incarnés dans vos personnages, autant j'ai envie de décerner une petite mention quand même à Pazzo qui nous a fait délirer avec son brochard. Amateur de vin, un peu nonchalant comme ça, tout en faisant quand même son métier de façon pointue et précise, hein. C'était du grand art, quoi. Ouais, non, mais ça m'a fait plaisir de l'interpréter, hein, c'est rare, hein, de pouvoir jouer des persos comme ça, donc non, bah c'était top, hein. C'est Vraiment bien top. Mon Pazzo. Amplement mérité. Surtout, j'aime bien les films comme ça des années 70-80 côté français, donc bah, il y avait qu'à servir, hein, en fait, hein. Ouais, avait- c'était je pense que c'était pas forcément évident en plus, hein, parce que je trouve que les gendarmes, tels qu'ils vous étaient décrits et tout, hein, pour tous, ils étaient plus ou moins faciles à prendre en main. C'est vrai que il y en avait qui étaient plus faciles, d'autres plus difficiles, mais j'ai beaucoup aimé ce que vous en avez fait. Et puis Daniel, tu es arrivé quand même à garder aussi ce côté il avait des idées bien à lui, mais tu es arrivé à pas le faire tomber dans le sale con. Oui, de partir dans la caricature réac, quoi. Ouais. Ouais, dans la caricature qui était proposée au départ, quoi. Oui, j'ai peut-être fait ça un petit peu au début, puis après, voilà. C'était histoire de se mettre aussi dans l'enquête, hein. Que ça soit pas trop récurrent non plus, et... Voilà, j'ai une pensée particulière aussi pour Valkea et Ardécan qui ont dû prendre l'enquête en route, et ça, franchement, c'est avec tout ce qu'il y avait déjà eu comme élément, je pense que ça n'a pas dû être facile du tout pour vous. C'est vrai, mais on a été bien accompagnés, donc je pense qu'on a réussi à se raccrocher au wagon quand même. Ouais, c'est pas évident. Faut se mettre, quand on prend une campagne comme ça, bah, il y a tout ce qui a été fait avant qui manque. Ouais. Ne serait-ce que pour s'approprier le personnage. La vraie Ça- difficulté, moi je trouve, ça a été de... En fait, quand on arrive dans une campagne comme ça, on a évidemment des idées. Et la difficulté, c'est de savoir si ces idées, elles ont déjà été exploitées par les autres ou pas. Et c'est pas toujours évident parce que effectivement, les informations sont foisonnantes. Et moi, personnellement, j'avais pas forcément eu le temps d'écouter toutes les sessions qui avaient précédé. Donc parfois, je me disais, mais ouais, mais peut-être que cette idée-là, elle a déjà vous été étiez arrivé à la 21e, je crois. d'ailleurs. explorée, etc. Ouais. Donc C'est pas simple. ça, c'était une des grosses difficultés. Beaucoup d'infos, effectivement. Ouais, je pense que ce qui était difficile aussi, et ça c'était pour tout le monde par contre, c'était le parti que j'ai pris qui est proposé dans le bouquin bien sûr, hein. En fait, c'est un petit peu l'intérêt de cette campagne, j'ai trouvé, c'est de vous la faire jouer comme à des enquêteurs et pas comme à des investigateurs, parce qu'il y a la nuance de devoir respecter la loi, de devoir suivre des procédures, des protocoles, de pas faire ce que vous voulez, comme par exemple exhumer un cercueil en pleine nuit.
des choses comme ça et du coup, je vous ai mené la vie dure, quoi. Bah, moi, c'est ce que j'ai aimé le plus dans la campagne. C'est un postulat qu'on n'a pas d'habitude dans les jeux de rôle, où justement on est un peu fantaisiste et un peu libre de nos actions. Et là, pour une fois, eh bien, on s'est retrouvé contraint à respecter des règles qui sont réalistes et qui du coup nous mettaient clairement des bâtons dans les roues. Ouais. Ouais et du coup, c'était pas évident pour des lieutenants, tout frais arrivés comme ça. Et voilà, on peut dire aussi que, vous aviez un super capitaine qui a mené cette enquête, avec un professionnalisme extraordinaire, Je trouve quand aussi, même. hein. Ouais, absolument. On peut le dire. Un très beau travail d'Alain. Et qui a essayé de prendre soin de son équipe. Et que je trouve qui a été merveilleusement interprété par le renard, hein, parce que c'est Ouais. pas facile d'interpréter un commandant comme ça, diriger des troupes, de déléguer, parce que c'est vrai qu'en tant que joueur, on a envie aussi d'être au cœur de l'action. Et pour autant, le renard a réussi à prendre cette position de leader du groupe et à laisser quand même la place aux autres joueurs. Ça fait plaisir, mais c'est vrai que ouais, c'est pas. Franchement, je vous cache pas que ça n'a pas été mon personnage préféré de la campagne Tellier. Mais bon, il faut bien qu'il y en ait un qui le fasse, hein, de toute façon. Donc, Ouais et puis mais finalement parmi vous 4, du coup, tu avais pas choisi tout à fait en dernier. Celui qui a choisi en tout dernier, c'était Ardécan. Qui a eu Caroline, du coup. Et Caroline, avec sa présentation et son passif et tout ça, elle était très, très, intéressante mais difficile à cerner, quoi et à exprimer. Moi, j'aurais pas aimé la jouer, hein. J'ai eu le choix entre Kader et Caroline. Le choix a été vite fait moi quand non même. plus. Moi, j'aurais pas aimé le jouer. Ouais, j'aurais pas trop aimé la jouer aussi. Le souci, c'est que je me dis, si on n'avait pas joué, si imaginons, je me dis, on n'avait pas le capitaine, enfin, s'il n'était pas incarné par un personnage, ça aurait forcément été le maître du jeu pour incarner le capitaine. Et je me demande si ça aurait pas pris. Déjà que le commandant Mata avait quand même déjà une grosse influence de base. Je me dis, imagine si ça avait été interprété par le maître du jeu, tout ce qu'il aurait dit, on aurait pris ça comme, tu sais, comme il sait ce qu'il faut faire, quoi. Et en fait, ça aurait Ouais. été beaucoup plus dirigiste, je pense, dans la C'est pour campagne. ça Et c'est pour c'est ça souvent le aussi que problème. Mata Donc, était discret. mais après c'est vrai que les rôles de leader, hein, c'est pas forcément les plus fun, moi, je trouve. Quand tu regardes, je trouve que c'est beaucoup plus simple quand t'as pas trop de responsabilités, en fait. Je te jure, dans le jeu de rôle, les responsabilités, c'est pas forcément ce qui est le plus sympa à interpréter, parce que comme t'en as souvent déjà dans la vraie vie, en fait, mine de rien, ça a des conséquences. Tes choix, tes actes, tes décisions, c'est un peu, je veux dire, c'est un peu toujours toi qui vas prendre, ou toi qui vas devoir gérer les situations de conflit. Bon, même si ça peut être très très fun, hein, mais c'est vrai que quand c'est récurrent et que c'est des campagnes de C'est ça, sur une campagne, ça doit être un peu lourd. Hein. Ouais, c'est long. Pendant 100 heures. Ouais, ça devient un peu long au bout d'un moment. En fait. T'as juste envie. Ouais, tu fasses ça en 4-5 sessions, bon, ok, mais ouais, 100 heures, ouais, c'est un peu. Après, ça doit être un peu lourd. Pire, hein. Il y a Caroline qui était stricte dans ses décisions et qui n'avait pas de poids pour diriger l'équipe. Ouais, c'est vrai. Elle avait son caractère, Caroline. Mais bon, c'était. Je l'ai repris en cours de route, donc ça vous a perturbé aussi, hein, puisque vous connaissiez une Caroline avant que je la prenne et une Caroline quand je l'ai pris. Donc il y avait une façon de l'interpréter et d'interpréter ce qu'il y avait aussi dans le dossier. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, elle se présente en disant: «Je suis la chieuse de service». Ouais, très carré, très organisé, très procédurière. C'est vrai qu'elle elle avait ce côté-là quand tu l'interprétais, Zélia, mais pas avec son équipe, quoi. Et même comme tu le gommais un peu, c'est vrai qu'elle avait un côté chieur, mais c'était pas. Enfin, c'était plus la chieuse, entre guillemets, qui, socialement parlant, était un peu sans filtre. Tu vois, Il y a une nuance aussi, c'est que, mais que c'était pas évident à percevoir, c'est que c'est elle qui se considère comme la chieuse de service. C'est pas forcément les autres, à part Kader qui lui, je pense qu'elle devait lui comme il était hiérarchiquement en dessous d'elle, il devait plus,
Et puis qu'il apprenait des choses, je pense qu'elle était très carrée, elle dit: «Non, non, là tu tapes, ton rapport comme ça, quoi». Mais en plus, on avait le même grade, alors elle m'agaçait quand elle me quand elle me donnait des ordres. Ouais, mais avec Ouais, mais plus ça marche pas comme d'ancienneté. ça. Ça marche pas comme ça, en fait. C'est parce que, en fait, tu peux avoir le même grade, mais c'est l'ancienneté qui prime. Par Bah, exemple, c'est tu vois, même si moi je suis le supérieur hiérarchique de Brochard à la base, bah, je peux pas forcément trop non plus lui donner Tu peux des pas parler ordres. comme un gamin de Parce qu'il 20 ans qui arrive, quoi. parce qu'il a le même grade que moi et il est quand même plus ancien que moi. Oui, mais ce Donc qu'il y on a, a un c'est que tu rapport étais on a un rapport d'égal à égal avec Brochard, tu vois, dans l'équipe. Même en fait, si non. je peux... Parce Non, que dans oui, les groupes, mais alors en tout cas, là je me base uniquement sur les romans que j'ai lus, mais tu vois dans les groupes de gendarmerie ou de police comme ça, tu as des i c'est genre, enfin, en tout cas dans les romans de Franck Tiquet, hein, on va s'en tenir là puisque voilà, c'est tu as le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 et ainsi de suite et en fait, la hiérarchie elle est vraiment comme ça. Donc c'est pas dû à l'âge, à l'ancienneté, à quoi que ce soit, c'est, le numéro dans le groupe, on va dire, le grade dans le groupe. Ouais, mais je Donc pense c'est que tu Tellier voulais numéro dire 1, Brochard le... numéro 2, Mathieu était non, c'était Caroline numéro 3, Mathieu numéro 4 et Kader numéro 5, tu vois? Non, Donc mais je Kader, pense c'était vraiment le que petit dernier. ce que tu voulais dire, le renard, c'est plutôt inconsciemment ton personnage. T'es plus sur la retenue par rapport à Brochard, avec qui t'avais plus de liens. Quelqu'un, voilà, qui a de la bouteille, versus quelqu'un qui arrive tout neuf. Et voilà. Donc bah, en inconsciemment, fait, même plus si t'as officiellement les niveaux hiérarchiques, c'est vrai que tu t'adresses pas, c'est vrai, à une personne de 60 ans versus une personne qui vient juste d'arriver. en fait, plus que ça, j'ai demandé carrément à mon meilleur pote fermier. En fait, son père, il est major, justement, de la section de recherche de Marseille. Excellent. Et il disait qu'en fait, il y a des gens qui ont des carrières assez fulgurantes. Donc, des fois, ils peuvent atteindre des postes de commissaire à 35, 40 ans, tu vois, par exemple, parce qu'ils ont fait souvent des grandes études et qu'ils ont peut-être travaillé des fois sur des affaires qui ont été un peu retentissantes. Par contre, tu en as, par exemple, qui peuvent avoir 50, 60 balais, ils sont majors de deuxième degré, ce genre de choses. Enfin, tu vois, ils sont. Mais dans le relationnel, ça reste quand même des gens qui ont traité des fois 100, 150 affaires. Donc tu peux pas leur parler comme à entre guillemets un lieutenant, parce que dans l'armée tu peux être des fois très sec, très direct, très rapide. Il y a un côté un peu sans filtre parfois, mais c'est vrai qu'il y a quand même le côté, il y a de la politique aussi dans une gestion d'équipe, et c'est ça qui est intéressant. Et moi, je m'étais imaginé qu'avec Brochard, c'était un peu ça. Je peux pas lui parler comme si je parlais à un lieutenant ou à un brigadier de base, tu vois. Ça reste un capitaine, Ouais. c'est un mec qui a quand même de la bouteille, il a résolu je sais pas combien d'enquêtes. Il a peut-être pas fait carrière parce qu'il a pas forcément envie de faire carrière aussi. Je veux dire, Telly, c'est pareil, il a pas spécialement envie de faire carrière, il vit très très bien à son rôle de capitaine, tu vois. Il veut pas quitter le terrain. Donc des fois, c'est aussi, tu vois, il y a des envies de protagonistes. Ça ne veut pas forcément dire que le mec, il est capitaine à 50 balais, que c'est juste parce que c'est une quiche. Tu vois, il y a un côté, des fois, il y en a, ils n'ont pas envie de devenir commandant. Enfin, moi, le poste de commandant Matas, on déconne, il me donne pas du tout envie, quoi. C'est gerber, comme c'est que de la politique, il n'est pas sur le terrain, il fait que gérer la presse, les juges, les procureurs. Enfin, c'est quand même pas terrible comme taf, quoi. Et c'est capitaine Ouais. et voilà. Sinon, mais sinon j'ai bien aimé Ardé comment tu as fait Caroline et parce qu'en plus ça m'a permis de, ça c'est après que ça je me suis dit quand ils ont fait lire, Les Nuits de l'homme sans tête, je me suis dit: «Bon, ben, c'est bon, j'y vais à fond» parce qu'elle commençait, tu vois, comme elle agissait un peu bizarrement par rapport à quand moi je la jouais, en fait, c'était le début du pétage de plomb, quoi et du coup, quand elle a lu Les Nuits de l'homme sans tête, j'ai pu y aller à fond. Donc c'était parfait. C'était une bonne introduction, pour le son, enfin, le sombrage dans la folie. On va dire le sombrage, Ouais, mais c'est pas mais très carrément et puis, Bah, mmh bon, après, j'ai l'impression que celui finalement qui a été le plus touché, ça reste quand même Kader, hein. Plus même j'allais que dire la oui. Caroline, hein. Ouais, c'est le plus touché finalement à la fin. C'est ça, parce que Caroline, elle a juste lu le bouquin, donc bon, elle a été choquée et tout, elle a encore des cauchemars, mais c'était moins Kader, lui, il a vraiment frôlé la folie, quoi.
Ouais, il a fait quand même une crise de panique juste avant l'intervention. Brochard, elle a dû intervenir pour le calmer. Et alors je trouvais qu'il y avait des moments extraordinaires dans cette campagne, hein. Donc comme on parle de Kader, notamment l'entretien avec, les 2 jeunes routards qui avaient été retrouvés à l'hôpital. Ah ouais, excellent. J'ai Très beau beaucoup moment. aimé. Caroline, quand elle a pris les devants, en outrepassant la hiérarchie, j'ai trouvé ça culotté aussi. Ben, c'est une personne, enfin pour moi, hein, tel que je l'imaginais, il fallait que les choses avancent et la hiérarchie, elle faisait pas avancer les choses. D'ailleurs, dans son caractère, c'est mis, soit ça l'a fait passer, ça l'a fait monter, dans les grades, soit ça l'a fait descendre, en tout cas, elle y va franco mais c'est un peu ce que disait Valkia juste avant. On a pris le wagon en route et donc Ouais. il nous manque comment dire? Une base commune avec les autres personnages. Je pense que c'est ce qui a manqué, et puis, sinon elle aurait évolué différemment. Mais bon, il y a eu des bons moments. Il y a eu des bons moments et c'était très bien. Voilà, donc tu sauras maintenant qu'elle a eu aussi eu des beaux moments après, notamment Des avec, rêves. avec cette petite musique, lorsqu'elle a raconté, enfin quand elle s'est retrouvée vraiment en difficulté. Alain, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'était l'entretien avec Lormier, la garde à vue. Oh purée, celle-là, elle était terrible, hein. Putain, la cuisiner hein, avec Pazou. Bah, moi, c'est en fait, c'est les passages que j'ai beaucoup aimés, hein. C'est vraiment les interrogatoires avec Lormier. Ah ouais, tous les 2 J'avais vous déjà un peu étiez initié avec sa femme chez lui, où j'avais même raccompagné suite à des obsèques. J'ai commencé à cuisiner, et puis après j'ai basculé sur autre chose. Mais ouais, ces 3 jours, on a fait l'enchaînement Dosier-Lormier, c'était excellent. c'était fort. Ouais. Moi, c'est les passages que j'ai vraiment le plus aimé, avec en même temps la partie enquête, hein, dès le départ, à relever des indices chez les Bazas, les Delmain, et puis à essayer d'être finalement de chercher des pistes au niveau du voisinage, tout ça. Même dans les milieux un peu plus underground, hein, en particulier pour Brochard, où il a repris contact avec une ancienne connaissance dans le milieu de la prostitution, une indique, et puis aussi dans des bars, dans des boîtes un peu louches, quoi. Ouais, j'aimais bien les scènes avec Lily d'ailleurs, que tu as jouées. Ouais, non, mais ces passages-là, moi, je les ai beaucoup aimés, en fait, avec Brochard. Et puis, j'ai aussi beaucoup aimé la partie, la parenthèse Hélène Lombardi, où on apprend énormément de choses, quoi, finalement, par rapport à l'enquête. Et ça, j'ai trouvé ça assez puissant. Bah, tu vois, moi, j'ai préféré jouer Marc Lombardi que Alain Tellier-Boucou. Ah, c'était différent. Bah, c'est vrai j'étais l'homme d'action, mais j'étais pas responsable non plus de tous les choix, tu vois. Il y avait un côté, on était vraiment un groupe où on était tous sur un peu un pied d'égalité, quoi. Tous, en fait, il y avait un peu le Dosier qui était la conscience, il y avait ma femme qui était l'esprit vengeresse, voilà, quoi, il y avait tout un côté, c'était Moi, j'ai trouvé que d'ailleurs, même ce passage m'a fait beaucoup penser à Culte, à un moment donné. Où là, tu rentres vraiment dans le drame psychologique au sein d'une famille. Ça aurait très bien pu être adapté ce scénario avec un système culte, complètement, et l'univers. Hein. Ouais, ça, je connais pas assez Culte, mais c'est vrai qu'il y avait un côté, je trouve que tout de suite, je trouve que le groupe, il est cimenté autour d'une tragédie. Et c'est vrai qu'en fait, ça te donne un but commun extrêmement puissant, quoi, je trouve. Même plus qu'une cellule d'enquête, quoi. Enfin, je veux dire. Ah bah là, t'es plus dans un scénario classique de Cthulhu, clairement. Ouais, non, mais dans ça où c'est puissant. Il y a un côté, c'est vrai, tu perds quand même un de tes enfants, je veux dire, Ah, tu joues pas ça tous les jours, heureusement. Ah ouais, tu joues pas ça tous les jours, ouais. Je me dis, putain, c'est. Et c'est ça qui donne aussi, je trouve, de l'intensité à ce scénario, quoi.
Ouais, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce scénario, c'est que, heu, fallait il y avait énormément de choses qui venaient de vous, finalement et c'était génial de voir comment ça se montait. Comment, juste avec les quelques mots que je suggérais, les 2-3 phrases que je mettais pour présenter, une situation, vous faisiez tout le reste, en fait. Puisque vous jouiez à chaque fois 1 ou 2 PNJ et 1 ou 2 PJ et je trouvais que c'était très, très fort, hein. J'étais au spectacle, en fait, c'est très chouette. Ah ouais, non, c'est vrai que c'était chouette, ouais. Moi, j'ai Oui, bien aimé les petits scénarios, effectivement, qui sont venus se glisser dans l'histoire principale. Parce que pour moi, c'était plus facile. Parce qu'il n'y Oui. avait pas de passif, il n'y avait pas de. Justement, on était tous sur un pied d'égalité, là, on se jetait dans une nouvelle histoire, et puis il n'y avait plus qu'à, quoi. Et donc, c'était rafraîchissant pour moi de temps en temps de pouvoir. Voilà. Avoir ne pas avoir le sentiment d'être en retard. ouais, je vois. Moi, j'aimais bien aussi parce que ça permettait de sortir du rythme, jour après jour, l'enquête et du coup, ça permettait alors surtout au début, je pense que le hors procédure de Opter, il est venu à un moment où, tu sais, il c'était dans une boucle, bon alors tel jour on fait ça, le matin on fait ça, l'après-midi on fait ça, on n'a pas de résultat. Le lendemain, bah, tiens, mais par contre on trouve encore tels indices et puis après tels indices et puis on découvre, que telle personne elle s'était tu vois? C'était vraiment dans une routine et Opter est venu sortir de cette routine. Je pense que c'est pour ça aussi que vous avez été à fond dans le côté résistance, plus que dans le côté glauque parce que vous aviez envie d'action, quoi. Bah, c'est toujours une bouffée d'air, hein, quand il y a des scénarios alternatifs, qui font voir une autre facette de l'univers et de l'histoire surtout, un autre point de vue. Enfin, Ouais, moi mais ce que je trouve. je l'ai pas joué, mais c'est en général, c'est ce qui se passe quand on repart sur un flashback, puisque finalement c'était ça, c'était un flashback, qu'est-ce qui Ouais. s'était passé, il y a quelques années? Ouais, mais après, ce que je trouve par contre difficile pour le maître du jeu dans cette campagne, c'est que tu vois, je sais pas si Ardekant, tu l'as lu, la campagne, mais en fait, tu as des éléments qui te donnent accès à des mini-scénarios, et des fois, ils peuvent s'enchaîner. Et tu vois, moi là, par exemple, je sais qu'elle nous a pas fait jouer un scénario, mais c'est vrai qu'avec Pazo, on était assez raccord, mais en fait, on était à un tel moment, après le scénario de Lombardie, où on avait énormément de révélations, parce qu'on avait quand même travaillé beaucoup de pistes, donc on avait plein d'éléments du puzzle, mais il nous manquait des pièces un peu vraiment importantes. Et avec l'affaire Lombardie, en fait, ça nous a vraiment. Enfin, on a eu vraiment tout le déroulé, on a vraiment tout compris, ce qui s'était passé, etc. Et on avait envie de continuer l'enquête, d'aller au bout, etc. Et donc, en fait, c'est vrai que si on te refout un scénario à ce moment-là, nous, enfin, moi, je t'avoue que ça, tu vois, le rythme en fait des mini-scénarios, il faut qu'il tombe au bon moment, quoi, parce que selon ce que les joueurs déclenchent, C'était peut-être trop rapproché, quoi. c'est vrai, c'est ça. En fait, c'est ça. Par contre, je trouve que c'est un peu dommage qu'ils aient fait en sorte que le scénario se déclenche sur des actions et pas peut-être à des moments un peu clés Alors tu as des choix. chronologiquement, parce que je trouve ça, parce que du coup, ça peut très très mal tomber quand même. Par exemple, Dosier, j'ai envie de te dire, Opter, Dosier, imaginons les joueurs décident, par exemple, de lire le dossier Lombardie et juste après ils s'intéressent à Dosier forcément et ils vont du coup fouiller chez lui et ils font Opter. Enfin, ça fait 2 scénarios qui s'enchaînent, par Alors exemple, pas tu vois. forcément parce que, Dosier avait pas forcément conservé les cassettes chez lui. Ce qu'il a, c'est qu'en 2000, je sais plus combien, il les avait fait, numériser. Mais dans le bouquin, normalement, les cassettes, il les a pas conservées, elles existent plus et vous trouvez les documents que sur lui. C'est moi qui les avais fait trouver pour placer le hors procédure là, parce que je trouvais qu'au niveau du rythme, c'était intéressant de le mettre là. Ouais, je pense que c'est un peu. Moi, si je devais jouer cette campagne, je pense que ce que je ferais, je ferais en sorte de glisser les éléments à des moments stratégiques pour que les joueurs déclenchent les mini-scénarios de manière assez rythmée, parce que sinon,
Sinon, je trouve Ben, que je trouve que c'est pas très, ça manquerait d'efficacité, sincèrement, je pense. c'était pas facile. C'était pas facile, parce que en fait, j'avais pas envie de vous intéresser artificiellement au déclencheur. Par exemple, pour, le labyrinthe, fallait clairement, récupérer le cahier de Torres. Il y avait plusieurs solutions, mais il y en avait aucune à laquelle vous êtes intéressé et j'avais pas envie d'en créer une artificielle. Mais Ouais. j'avais pas non plus envie de vous mettre un trop gros fil rouge, enfin, vu le parti que j'avais pris de vous laisser enquêter, j'avais pas envie de mettre de trop gros néons clignotants parce que sinon ça voulait dire que c'était moi qui dirigeais les choses et c'était plus vous. Et je me disais dans une enquête réelle, c'est comme ça aussi, tu vois? Tu vas des fois, c'est selon ce que tu vas faire et selon certains coups de peau sûrement aussi, mais que tu vas tomber sur telle ou telle chose, tu vois? C'est pas c'est pas grave si on n'a pas joué le dernier hors procédure d'ailleurs, hein, Bah, je trouvais ça pas mal aussi parce que si vous l'aviez joué, ça aurait vraiment introduit, beaucoup plus de surnaturel que juste, Kader est surmené et il pète un plomb, tu vois? Ouais. Non, et puis je trouve que en fait, le fait qu'on ait fait peut-être ces choix avec Zo, parce que c'est vrai que bon, mine de rien, ça a un peu imposé les décisions de Manu pour le coup, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas déconnant avec une brigade de gendarmerie qui a jamais été confrontée à des phénomènes surnaturels et qui quand même prend plutôt le pas de la raison et de choses cartésiennes. Pour moi, je ne sais pas si Pazzo est d'accord avec moi, mais en tout cas, je pense que Tellier, j'imagine que Brochard aussi, on voit plutôt ça comme une secte de grands malades mentaux, de schizophrènes et qui croient en des trucs un peu bizarroïdes. Mais moi, enfin, avec Tellier, voilà, je pense pas qu'il aura considéré qu'il y a eu vraiment des phénomènes bizarres, quoi. Mais bon, après, c'est une interprétation du personnage, tu vois. Moi, le joueur, c'est sûr, je suis pas dupe, mais bon, bien sûr, je fais la différence entre le personnage et moi, mais. Ah bah c'est clair, Brochard, il est à 10 000 des années-lumière de se douter que derrière se cachent des mythes anciens, des trucs comme ça. Hein. Il prend ça complètement au second degré. Hein. Je pense peut-être que celui qui aurait pu finalement être le plus sensible, c'est peut-être Mathieu, pour le coup. C'est vrai qu'en fait, nos personnages, il y en avait qui étaient vraiment très portés sur la chose ou sur l'histoire. Moi, c'est vrai que j'ai regardé dans les descriptions des personnages, j'ai pas vu de personnages qui avaient un peu ce côté, tu sais... Mulder. Ouais, un peu Mulder, ouais. Ça manque peut-être dans les descriptions du groupe d'enquête des engagés, qui est un personnage qui peut peut-être faire un peu le lien. Le Del ouais, Cooper, lien. quoi, ouais. Ouais, exactement. Mais tu sais, avec un peu de doigté, un peu d'intelligence, tu sais, qui essaye juste de dire oui, mais vous trouvez pas que c'est étrange, tu sais, qui essaye de mettre le doute aux autres personnages, tu vois. Lui, il sait qu'il se passe un truc chelou, mais comme il peut pas trop le dire, parce que sinon t'es vite considéré un peu comme un fou et tu peux vite te retrouver interné à un hôpital psychiatrique. Mais tu vois, moi je trouve que ça pourrait être assez fun. Un personnage, c'est dommage qu'il est pas foutu quand même. Mais bon, Je pense que sa position de base, excuse-moi, je te file la parole juste après. Je pense que la proposition de base, c'est justement de faire jouer des mecs terre à terre, pour faire jouer une enquête, terre à terre au départ et que le surnaturel émerge petit à petit, s'il émerge, parce qu'il y a des campagnes, enfin il y a des versions, par des MJ et des joueurs du coup où ça n'a pas du tout émergé le surnaturel, mais vraiment pas du tout, du tout. Il y en a d'autres où au contraire c'était très très présent. Selon l'ordre dans lequel vous trouviez les choses, vous vous intéressiez aux choses et tout ça. Si vous aviez eu le labyrinthe au début parce que après la photo trouvée chez Dosier, vous seriez intéressé, au clan Lombardi, non seulement vous trouviez, l'affaire Lombardi, mais vous trouviez aussi le cahier avec le labyrinthe et là, pour le coup, c'est surnaturel à gogo, quoi. Et ouais. Hervé Torres, en plus, il y a un truc que je vous ai pas dit dans l'histoire, c'est que, la nuit où Mélissa Laplace a été, sacrifiée et que, James Sutton est revenu à la vie, Hervé Torres, qui était dans un état de catatonie depuis, 2004 en fait,
il est sorti et puis, il avait un peu, je sais pas si vous avez déjà vu dans des films, le mec qui se réveille et qui fait: «Maître, maître, le maître est de retour» et tout ça, il était un peu dans cet état-là. C'est Renfield, hein, c'est Ouais, Dracula. c'est ça. Ok, ouais. C'est vrai que j'aurais bien aimé lui parler à Hervé Torres, mais il est mort malheureusement. Alors au début Il de y a l'enquête, beaucoup de vous gens à auriez qui on pu. voulait parler qui sont morts juste comme par hasard. Non, mais Suffisamment. si vous étiez allé le voir, tout de suite après la découverte de la photo, il était vivant à ce Ouais, moment-là. voilà, on est très occupé. Un truc que vous n'avez pas du tout capté non plus, c'est Dosier, comment il était au courant de plein de choses, dès le départ. C'est qu'en fait, c'était, un ami du procureur général, de la Borde-Beaulieu, qui était au-dessus d'Hoareau et Oh, bah, du que blanc. de la Borde-Beaulieu, dès le lundi qui a suivi la tuerie de Villegouge, il lui a filé votre dossier. Oh, bah, bravo. Et c'est comme ça qu'il a pu s'intéresser, qu'il a pu avoir, plein Bah, d'informations et puis qu'il a décidé de se casser pour enquêter, tu sais que c'est une faute extrêmement grave, hein, qu'un procureur Oui, mais file. alors, Ah, là, pour le ça, découvrir, vous auriez galéré. je crois que Mais c'est 20 ans de réclusion criminelle, hein, pour un magistrat de la haute magistrature de filer des dossiers alors d'enquête. il lui a Ah, raconté. Je crois pas qu'il lui a filé le dossier quand le même. dossier, c'est vraiment, c'est Il lui vraiment a très très grave. il lui a raconté lors du Parce que si déjeuner. ça fuite dans la presse ou quoi, je peux te dire que c'est le genre de truc, ça peut aller loin, hein, pour un magistrat, hein. C'était dans ma to-do list, hein. Je l'ai encore. Ouais, 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 vous auriez d'ailleurs l'ambiance était sympathique, hein, c'était un petit peu celle-là, tu vois? C'était un resto très classe, qui a vraiment existé apparemment à Bordeaux. Alors je sais pas si c'est celui-là que Tristan Lhomme avait en tête ou si il a juste pris, le nom comme ça, mais c'est un resto qui a fermé depuis. Heu et j'en aurais fait un resto très classe, puisque, voilà, le procureur général était un habitué et donc le serveur n'avait pas enfin, le serveur ou le propriétaire en tout cas n'avait pas de mal à vous dire avec Ouais, qui Dosier était venu déjeuner ce OK, jour-là. ouais. Ouais, bah, après, je pense qu'il y a il y a Par plein de contre petites pistes comme ça qui sont super et c'est vrai que c'est par manque de temps souvent parce que comme on peut pas faire 15 actions dans la journée, bah, on est bien obligé de faire des choix, quoi. c'est ça et surtout que l'enquête, vous l'avez réalisée très rapidement. Je pense que dans une vraie enquête avec autant de choses déjà il y a, heu Enfin 2 ans et demi, je sais pas si c'est rapidement, je mais pense non, les enquêteurs, oui, ils ont mis même pas un mois. oui, c'est vrai. Ils ont Bah mis oui, 3 c'est vrai. semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines donc Ah ouais, mais je bon. pense qu'en vrai, Attends, tu avec résous pas une enquête non, aussi mais vite. attends, avec le lieutenant Huard, le lieutenant Josse, le lieutenant Messali, le capitaine Brochard et le capitaine Biel, ça ne pouvait qu'être résolu en moins de 3 semaines, forcément. Alors un détail aussi d'ailleurs à propos de Huard qui était chouette, c'est que moi j'avais pris le parti de l'envoyer en Angleterre et de le laisser là-bas quand Taraka, n'a plus pu venir jouer. Et que quand j'ai changé avec Taraka, c'était rigolo parce que, il savait pas comment je jouais Mathieu, mais il me disait: «Ah mais moi, je pense que l'Angleterre, ça m'intéressait ce qui s'y passait et puis, dis-moi, il y avait quoi comme piste en Angleterre et puis, qu'est-ce que j'aurais pu trouver?» et tout ça et c'était rigolo parce que, voilà, finalement, c'est que ça devait être logique pour Mathieu, quoi, d'y aller. Ouais. Alors que On dans avait les quand même, fiches. on avait quand même une équipe réduite, hein, mais bon. Oui et non, parce que bon, j'avais pas envie de jouer moi l'enquête à votre place, quoi. Même avec Ouais. un PNJ, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà, donc vous voyez la petite ambiance dans le restaurant, Je vois rien du tout, moi. mais tu entends jamais les musiques, en fait, c'est fou ça, hein? Ah, tu mis une musique? Non, mais depuis le début qu'on discute, il y a des je remets toutes les musiques de la campagne, les unes Ah après bah les écoute, autres. bah désolé, non. Bah, je suis désolée pour toi, quoi. Puis je pense que tu en as loupé plein pendant la campagne parce que je sais pas pourquoi souvent tu nous disais que tu entendais pas.
Non, bah en fait, c'est vrai, je sais pas pourquoi. Mais franchement, je trouve que Roll20 avec Firefox, ça marche pas très bien. Peut-être. Moi, je l'utilise avec autre que Pourtant, il le Firefox. conseille comme navigateur, mais Ouais, c'est ce qu'il conseille, hein, donc c'est un peu. Bah, moi, je C'est l'utilise avec surprenant. Brave et ça marche bien avec Brave. ouais, peut-être il faut que je passe sur Brave. Alors, c'est peut-être Roll20. parce que moi, je l'utilise sur Brave, du coup, ça marche pas bien chez toi sur Firefox, je ne sais pas. Ah là, je l'entends, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y avait encore Ah oui, ici, j'avais une question, c'est, toi, du coup, Ardécan, par contre, depuis, tu as lu le livre, hein, je crois? J'ai pas lu, hein, j'ai parcouru vite fait. Ouais. Est-ce que tu as des choses à dire? Non, rien du tout. D'accord. Rien du tout. J'en dirai plus quand je l'aurai bien lu. Oui. Mais là, c'est vraiment feuilleté. J'ai été voir ce qui m'intéressait à l'époque et puis évidemment tout m'est sorti de la tête. J'ai, une mémoire de poisson rouge. Tu voulais savoir s'il y avait un cercueil, s'il y avait Heu, Sutton dans son cercueil, ça je m'en souviens. ouais, je m'en rappelle même plus, hein, donc mémoire de poisson rouge. Je comprends. Donc non, il y a pas de bah, j'avais des bonnes pistes après, c'était surtout les mettre en œuvre qui était le challenge. Ouais, bah oui. Oui, oui, parce que les idées, vous en aviez Mmh. des tonnes, mais après, fallait effectivement arriver à avoir les, Les bons arguments ouais, pour obtenir les les bons éléments, presque plus que les bons arguments, parce que les arguments, vous les aviez, mais il fallait avoir des éléments avec et c'est ça qui, je pense, qui était vachement difficile. Alors, voilà qui va vous rappeler, ça c'est votre là. expérience échangiste, de Brochard? Oui, mais ce n'était pas le protagoniste principal de ces soirées échangistes. C'était juste dans le Ah, là, cadre de l'enquête. j'imagine Brochard en train de dandiner, là, ça me fait bizarre, ça me fait bizarre. Ah, ça lui a rappelé ses soirées camping. À Avec l'époque où il écoutait du Bonnet M. Avec son petit cubit de rosé et sa table pliante, dépliante là. Ah bah ouais, les tongs avec la paire de chaussettes, et puis c'est bon. Hein. Et avec un petit Agatha Christie là. Mais ouais, mais parce qu'il y a eu des passages comme ça aussi, what the fuck, hein, quand même. Ouais, bah écoute, je sais pas si quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose encore. Si vous savez tout ou si vous avez encore des questions ou des commentaires. À part pourquoi Claude François? Pourquoi Claude François et pourquoi je suis en train d'imaginer Brochard en train de faire un striptease, sur la scène, la piste de danse. Ah bah c'était Ça, ce sera pour le bêtisier. club échangiste où ils sont allés. C'était dans un flashback ou c'était Non, dans le cadre de l'enquête. dans le cadre de l'enquête, Ouais, hein? en 2013. Ouais, on avait retrouvé des photos justement compromettantes avec des personnalités prises justement avec des filles, des escort girls entre autres, hein, des jeunes femmes dans des soirées, et puis il y avait des différents clubs échangistes, et puis il y en avait un qu'on avait repéré, et on avait décidé de un peu mener l'enquête là-bas. Et c'était la musique de début de soirée. Je Parce crois que même vous qu'on étiez avait allé été, relativement tôt. Je crois même qu'on a été aussi dans un autre club de ce genre avec c'était Avec Kader, hein. non, c'était Valérie Lombardi, Jean-Pierre Dosier, je crois qu'il s'était fait passer pour son mari. Ah oui, mais vous Ouais, étiez avec allé le dans reste ce et tout. club, ouais. Ouais. Oui, oui, tout à Marc, fait. il était pas là, il était pas venu. Il y avait vraiment, je crois que c'était Jean-Pierre Dosier qui s'est fait passer pour le mari de Valérie Lombardi. C'est ça, et puis c'était. Oui, ça c'était. Qu'est-ce qu'elle était bien, Valérie aussi. Parce qu'ils sont allés dans le club échangiste alors qu'il y avait déjà du monde dedans. Ils s'y sont pas allés quand le club était encore fermé au public. Non, là, ils sont allés dans la boîte du proxénète quand D'accord. elle était fermée au public. Mais le club échangiste, ils sont allés en début de soirée. Et donc, il y avait quelques personnes, et puis Claude François.
Voilà, ça fait partie des moments un peu étranges de la campagne. On avait interrogé une serveuse, ouais. Ou la proprio même du club, je sais plus. Également, ouais. Moi, je crois que c'était une serveuse. Ouais. Possible, ouais. Alors vous aviez peut-être pas demandé à parler à la proprio parce que la Oui, proprio, c'était la serveuse, on c'était voulait... la même. Et ce qui était, oui, parce que la proprio, vous aviez pas demandé à lui parler, alors que elle, c'était déjà son club en 1993. Non, il y avait même un mec qui était intervenu et qui nous a dit ouais, pourquoi vous parlez pourquoi vous lui parlez et tout. C'était le fils de la proprio de 1993. Et là, il y a un flashback en 1993 et à même heure, il passe encore du Claude François. Bah, ça aurait été possible, ouais, sans problème. Ouais, pour ses 15 ans. C'est intemporel. Un best-of, un medley. Claude François et Dalida. Avec Brochard, plus jeune, dans la. Et dans ce flashback, on l'a oublié, mais on a même croisé Brochard jeune avec sa belle moustache. Eh oui. Ah bah, je dis pas que des bêtises alors. Non, du tout, il a enquêté, il a fait partie de l'enquête, en tout cas, il a été présent lors de l'affaire Lombardie, mais pas directement. Il a fait un caméo. Il était venu gentiment nous dire bon, Marc, faut arrêter tes conneries là. Hein, tu commences à énerver du beau monde. Bon, je voudrais pas avoir envie de te coffrer, quoi. C'est un peu ça qu'il nous a dit. Ouais. Et à ce époque-là, tout allait bien dans son couple à Brochard. Il n'y avait pas de problème d'adultère. Oh, bah, d'après son scope, oui. Il a toujours été un plus ou moins cavaleur. Mais maintenant, il a peut-être pris conscience que, voilà, comme Nadine, voilà, va voir aussi de son côté, bah, avec un peu de recul, bah, il se rend compte qu'il a peut-être fait un petit peu de mal. On en a appris des choses finalement sur les personnages quand même. Et ouais, vous avez appris beaucoup de choses sur vos propres personnages hein, en les développant comme ça. C'était chouette aussi, ça. Ça, c'était la musique des funérailles d'Hélène Lombardi. C'était un sacré moment, ça. Hein. Vous êtes là? Oui. Oui, pardon. On écoutait la musique. On apprécie de la musique. On se recueillait, puisque c'était un enterrement, donc on est en train de se recueillir quand même. Et sinon, Isalia, t'as pu échanger avec Ralmir, justement, sur le dénouement de leur histoire? Oui, alors eux, Je sais que ça s'est pas passé comme ils l'avaient prévu. En tout cas, le dénouement s'est passé à Jordis où si je dis pas de bêtises, hein, si j'en dis, je suis désolée, mais si je dis pas de bêtises, les enquêteurs sont tombés sur les encagés à Jordis et ils ont interpellé. Au terme du... Et du coup, ils ont pas rencontré... Du coup, ils ont jamais retrouvé Sutton. Ça, je ne sais pas s'ils l'ont retrouvé ou pas. Ce que je sais, c'est qu'ils n'ont pas interprété les encagés. Je sais plus comment Ralmir a fait. Je sais que moi, si vous aviez approché, par exemple, si toi tu t'étais approché seul de la ferme et que tu les ai remarqués avec Brochard, vous auriez pu les choper à la ferme. Mais après, ils vous auraient balancé Sutton. Et vous auriez, vous, les enquêteurs, été face à Sutton. Et vous auriez moins rigolé. Parce qu'ils l'ont terminé aussi dans l'autre groupe, la partie. Oui, ils l'ont terminé un petit peu plus tôt. C'était début juin, je crois. D'accord. Donc, franchement, si on était tombé sur Sutton avec la cellule d'enquête, je pense que Tellier l'aurait. Il aurait peut-être tenté un hors protocole, quoi. Vu la crevure qu'il y avait en face. Ah bah, Brochard, il aurait déchargé son calibre 45. Hein. Parce que je sais pas si vous avez réalisé que les encagés, ils ont pris cher, mais vous auriez pris cher pareil, quoi. Ouais.
Ça aurait été chaud. Bah, je suis Et bien content encore, qu'on n'ait pas perdu des membres de l'enquête du groupe d'enquête quand même. bah ouais, parce que regarde Ménard, pour avoir Sutton, c'était vraiment l'action héroïque, hein. Ah, c'est vrai qu'il était increvable, hein. C'était vraiment un mort-vivant, quoi. C'était un zombie, quoi. Ouais, alors non, parce que vous êtes arrivés à enfin, ils sont arrivés à le tuer, mais il était sacrément résistant, ouais. Bah, il y a quand même des choses qui auraient dû, bah, des choses bizarres dans les enquêtes. Bah, on a eu du mal à le tuer. C'est ce qui figurera dans le rapport Alors du là, capitaine. non, parce Non? que, en fait, ils savent pas ce qui s'est passé dans la cave. D'accord. Ouais, il n'y a pas de cadavre en fait. Juste ce Ah oui, témoignage il y avait rien de, retrouvé. Il laisse pas de cadavre derrière lui. de Sophie Lansky, mais Si, il y a un des restes un peu bizarres, mais c'est très bizarre, c'est incompréhensible. Ouais, le docteur Bruno de Gaillefer, il a pas su déterminer ce que c'était, quoi. Même C'est après ça, analyse. il a trouvé de l'ADN dedans et ils ont supposé que c'était celui de Sutton, mais ils ont voilà, il y a pas de certitude, quoi. Ils l'ont supposé parce que ça correspondait à l'ADN des cheveux trouvés dans la tombe de Sutton. Est-ce que tu as fait un cliffhanger avec des yeux verts qui brillent dans la nuit à la fin, histoire de... Non, On a quand même même... pas. J'ai loupé ça. Si, on a eu le rire machiavélique qui a résonné dans ma tête à la fin. Ouais. Et puis les yeux verts de Kader. Et Manu, t'as pas mis une patate à Brochard aussi? T'as pas essayé de lui mettre une patate à un moment donné Mais si, dans la cave. Ah ouais. Ouais. On Et a quand même Kader qui a frappé son supérieur, son mentor. Et le rire machiavélique, il faut savoir, du coup, maintenant que je peux le dire, c'était celui de Louis, l'homme dans le labyrinthe. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est Sutton qui voulait prendre sa place, mais oui, c'est lui qui dirige un peu, enfin qui est toujours le maître. Et oui, et c'est lui dont le rire résonne dans la tête de Kader de temps à autre. Donc il est probable que Kader disparaisse un jour dans le labyrinthe. Ou pas, faut quand même qu'il y ait une cérémonie particulière et celle-ci, elle est dans le grimoire de Lormier qui est dans Dans le CD. non, le non, grimoire même de pas. Lormier, il avait disparu parce qu'il l'avait rendu à Sutton. Et donc Sutton l'avait dans la cave, Est-ce qu'a lu Caroline, Docteur. ça lui permet pas de Alors de ce qu'a faire lu des choses? Caroline, en fait, elle est trop saine d'esprit pour arriver à le comprendre. D'accord. Mais même les cultistes, en fait, à un moment, il dit: «Ils sont trop sains d'esprit pour arriver, à comprendre ce qu'il faut faire réellement». C'est pour ça qu'ils font, les sacrifices tels qu'ils les font et que ça jusque-là, ça n'avait pas marché. Mais comme je te disais hein, tout à l'heure, c'est jamais une bonne chose de lire ce livre. Les livres de l'homme sans tête. Ah oui, non, non, mais en tant que gendarme, elle était obligée. Oui. J'en connais un qui a disparu dans une précédente aventure. ah, c'est jamais bon de lire des bouquins comme ça, de toute façon. Donc Non. Il va entendre de drôles de bruit ou il va entendre de drôles de bruit derrière lui et puis. Franchement, quel message quand même on donne à la jeunesse en leur disant c'est pas bien de lire les enfants. Non, il faut pas lire les enfants. Enfin, ça c'est inadmissible. Ah, il y a faut pas lire n'importe quoi. Oui, il faut pas lire n'importe quoi, c'est ça le message. Ça c'est vrai. Mais c'est bien, c'est une belle campagne quand même, 2 ans. 2 ans de campagne, ben c'est très bien. bah, c'est beau, hein. Ouais, Ouais, Ta moi, plus longue campagne Isalia? Oui, et je suis super heureuse de l'avoir fait jouer et de l'avoir joué avec vous. Un Et plaisir partagé. Ça aurait été une belle aventure. On va Complètement. avoir des très bons souvenirs. c'est une sacrée histoire, hein.